Vous ne parvenez jamais à terminer ce que vous commencez parce qu'une loi cachée agit contre vous en permanence. Et cette loi ne se trouve pas dans le monde, mais dans votre état d'inconscience, dans votre manière automatique de vivre, dans votre habitude de commencer enflammé et de mourir au premier véritable frottement. Gurdjieff expose ce défaut avec brutalité. L'homme dort en étant éveillé. Il imagine qu'il décide, imagine qu'il veut, imagine qu'il contrôle. Mais au moment de soutenir une direction, il est emporté par l'humeur, la distraction, le confort, la peur et l'imagination. C'est pour cela que votre vie se remplit de commencements morts, de promesses brisées et d'une honte silencieuse qui ronge votre confiance de l'intérieur. Continuer ainsi coûte trop cher, car chaque chose que vous ne terminez pas affaiblit votre présence, détruit votre parole face à vous-même et transforme votre existence en une suite d'impulsions sans aboutissement. Voilà pourquoi l'urgence est totale. Cette vidéo va exposer la force invisible qui vous fait toujours vous arrêter en chemin et vous montrer le point exact où ce défaut commence à être corrigé. Et si vous allez jusqu'au bout, vous verrez clairement pourquoi vous interrompez toujours votre propre vie précisément quand vous avez le plus besoin de continuer. Votre défaut n'est pas une simple désorganisation. Ce n'est pas un manque d'agenda. Ce n'est pas une absence d'objectif. Ce n'est pas un petit problème superficiel de productivité. Votre défaut est plus profond, plus laid et plus humiliant que cela. Vous ne terminez pas ce que vous commencez parce que vous vivez presque toujours dans un état de sommeil psychologique. Et dans cet état, tout ce qui est plus fort que votre intention vous emporte. Vous commencez lorsque vous êtes enflammé, mais vous ne continuez pas lorsque la flamme baisse. Vous commencez lorsque vous en avez envie, mais vous ne persistez pas lorsque l'envie disparaît. Vous commencez lorsque l'image du résultat vous séduit, mais vous reculez lorsque la réalité exige un effort nu, de la répétition, du silence, de la lenteur et du poids. Et c'est précisément là que la loi cachée apparaît. Vous confondez impulsion et décision, animation et force, excitation et volonté réelle. Et lorsque le premier impact survient, vous vous effondrez, car ce qui a commencé n'était pas de la solidité, mais simplement de l'élan. C'est pourquoi tant de choses dans votre vie meurent en chemin. Non pas parce que le projet était impossible, non pas parce que le chemin était erroné, non pas parce que la destination était inadéquate, mais parce que vous avez commencé dans la chaleur de l'imagination et non dans la froideur de la présence. Gurdjieff confronte cela sans anesthésie. L'homme ordinaire imagine qu'il fait, mais presque tout en lui arrive. La différence entre ces deux choses est dévastatrice. Quand quelque chose arrive en vous, vous êtes emporté. Quand vous faites réellement, vous soutenez. Quand quelque chose arrive, vous dépendez d'un climat intérieur favorable. Quand vous faites réellement, vous continuez même lorsque le climat se retourne contre vous. Et presque toute votre douleur vient du fait que vous vivez comme quelqu'un qui veut récolter les fruits d'une volonté qu'il n'a pas encore construite. Vous connaissez cette scène. Vous commencez fort, vous sentez que cette fois c'est la bonne. Vous créez des attentes, vous faites des plans, vous projetez une version supérieure de vous-même. Vous goûtez presque la transformation avant qu'elle n'existe. Mais quelques jours plus tard, parfois quelques heures seulement, surgissent déjà une fatigue étrange, un brouillard mental, une paresse qui semble convaincante, une excuse qui paraît logique, un petit inconfort qui semble immense. Et soudain tout perd sa force. Ce qui hier semblait urgent paraît aujourd'hui exagéré. Ce qui hier semblait clair devient aujourd'hui optionnel. Ce qui hier semblait une décision se transforme aujourd'hui en une idée abandonnée de plus. Voilà votre schéma. Et ce schéma vous détruit, car il ne tue pas seulement des tâches, il tue votre crédibilité intérieure. Il tue le respect que vous avez pour vous-même. Il tue cette sensation nette que votre parole vaut encore quelque chose. Et plus cela se répète, plus vous pourrissez de l'intérieur. Car il existe une différence brutale entre échouer en allant jusqu'au bout et échouer pour avoir reculé une fois de plus. Quand vous reculez encore une fois, quelque chose en vous le voit, quelque chose enregistre, quelque chose se tait. Vous pouvez continuer à sourire, parler, publier, planifier, rêver, promettre, mais une part profonde a déjà vu que vous vous êtes interrompu encore. Et c'est là que naît l'usure la plus dangereuse. Vous commencez à ne plus faire confiance à votre propre élan initial. Vous commencez à douter de vos propres décisions. Vous commencez à regarder votre propre enthousiasme comme une fraude.
Vous commencez à sentir que toute nouvelle tentative est déjà contaminée par les abandons précédents. Et alors votre vie devient un cimetière de beaux commencements et de fins inexistantes. La loi cachée est la suivante. Vous vous arrêtez non pas au point où le chemin devient impossible, mais au point où continuer exige de la conscience. Voilà le vrai point. Tant que tout dépend de l'impulsion, vous avancez. Dès que cela exige attention, maintien, vigilance, renoncement au confort et présence dans l'inconfort, vous disparaissez. Car l'homme mécanique supporte mal l'effort continu. Il adore commencer car commencer enivre. Il déteste persévérer car persévérer démasque. Persévérer montre qu'il y a de la force et qu'il n'a eu que de l'enthousiasme. Persévérer sépare la fantaisie de la densité. Persévérer révèle s'il y a réellement quelqu'un là, ou seulement un beau mouvement de surface. Et peut-être est-ce précisément cela que vous évitez depuis si longtemps. Découvrir que le problème n'a jamais été un manque de rêve, mais un manque de constance face au frottement. Et le frottement arrive toujours. C'est une autre partie de cette loi que presque personne n'accepte. Toute chose réelle exige un prix d'entrée. Toute transformation exige de la permanence. Tout résultat profond demande de traverser des phases où rien n'émeut, rien ne valide, rien ne récompense rapidement. Et c'est là que presque tous se trahissent. Non pas dans la grande souffrance, non pas dans la grande tragédie, mais dans la petite répétition sans applaudissement, dans la discipline que personne ne voit, dans le jour ordinaire, dans la tâche qui a perdu son éclat, dans l'étape où il n'y a plus assez d'excitation pour pousser. L'homme qui ne comprend pas cela vit accro au commencement, car il ne sait se mouvoir que lorsqu'il ressent de l'intensité. Et celui qui dépend de l'intensité pour agir sera toujours vaincu par la routine, car la routine est précisément le terrain où la réalité demande si vous voulez vraiment aller jusqu'au bout. Gurdjieff est précieux ici parce qu'il n'offre aucun réconfort à votre auto-illusion. Il impose le choc. Il vous oblige à voir que vous passez une grande partie de votre vie à imaginer que vous voulez quelque chose plus que vous ne le voulez réellement. Et cette confusion vous ruine. Vous dites que vous voulez terminer, mais souvent vous voulez davantage la sensation de commencer quelque chose d'important que le poids de l'achever. Vous voulez davantage l'identité de quelqu'un d'engagé que le processus qui prouve l'engagement. Vous voulez davantage l'éclat symbolique du changement que la répétition sans glamour qu'il exige. Et tant que cela ne sera pas vu avec une honnêteté brutale, vous continuerez à appeler sabotage la difficulté, dispersion la liberté et faiblesse une phase passagère. Il existe aussi une autre cruauté dans cette loi. Chaque fois que vous interrompez quelque chose d'important, votre système intérieur apprend que le soulagement immédiat vaut plus que la direction à long terme. Et cela éduque votre être à fuir. Cela conditionne votre énergie à courir vers ce qui enlève le poids du moment. Peu importe si cela détruit ensuite des semaines, des mois ou des années. L'automatique ne veut que sortir de la friction actuelle. Vous échangez alors ce qui pourrait être construit contre une petite anesthésie. Vous échangez ce qui pourrait mûrir contre un repos prématuré. Vous échangez ce qui pourrait devenir destin contre un misérable confort à court terme. Et le plus dur, c'est que ce soulagement semble presque toujours raisonnable au moment où vous cédez. C'est pourquoi tant de gens se perdent. L'abandon arrive rarement avec le visage de la défaite. Il arrive avec celui de la justification. Et lorsque cela se répète, vous entrez dans un état dangereux. Vous commencez à vivre de redémarrage. Vous recommencez l'entraînement, la lecture, le projet, la discipline, la promesse, la vie. Cela ressemble à du mouvement, mais c'est une prison. Cela ressemble à du renouveau, mais c'est de la répétition. Cela ressemble à une tentative, mais c'est déjà un schéma. Car recommencer sans cesse, sans développer la capacité de rester, c'est simplement tourner dans le même cercle avec des vêtements différents. Vous changez la méthode, l'horaire, la stratégie, l'esthétique, le discours, mais vous ne touchez pas le centre du problème. Et le centre est toujours le même. Au moment où la flamme du début s'éteint, vous ne savez pas rester. Au moment où le processus perd son charme, vous ne savez pas insister. Au moment où la réalité vous demande du poids, vous vous échappez. C'est pourquoi ce défaut ne se corrige pas par la motivation. La motivation est trop instable pour soutenir une vie. Ce défaut ne se corrige pas non plus par un excès d'explication,
car vous avez probablement déjà compris ce problème rationnellement à plusieurs reprises. Ce qui commence à corriger ce défaut, c'est lorsque vous voyez clairement que votre plus grand ennemi n'est pas la difficulté de la tâche, mais votre état d'inconscience au moment précis où vous décidez d'abandonner. L'instant décisif n'est pas lorsque le projet s'effondre complètement. L'instant décisif est la première seconde où vous acceptez de vous relâcher intérieurement. La première seconde où vous négociez avec vous-même. La première seconde où vous vous autorisez à sortir de la ligne parce qu'aujourd'hui c'est difficile. La première seconde où vous préférez vous soulager plutôt que vous soutenir. C'est là que la défaite naît. Non pas dans l'abandon officiel, mais dans cette petite reddition intérieure que vous remarquez presque jamais. Et c'est pour cela que la correction de ce défaut commence d'une manière moins confortable que vous ne le souhaiteriez. Elle commence lorsque vous cessez de vous admirer pour commencer des choses et que vous commencez à vous surveiller pour ne pas les abandonner. Elle commence lorsque votre focus cesse d'être l'enthousiasme et devient la permanence. Elle commence lorsque vous cessez de demander « Comment me motiver davantage ?» et que vous commencez à demander « Pourquoi est-ce que je m'autorise à briser ma propre continuité ?» Elle commence lorsque vous comprenez que le problème n'est pas de produire de l'énergie pour démarrer, mais de créer de la présence pour ne pas vous perdre lorsque le poids arrive. Car le poids arrive, l'ennui arrive, la fluctuation arrive, la fatigue arrive, le doute arrive, la perte d'éclat arrive. Et la vie de celui qui termine ce qu'il commence n'est pas celle de quelqu'un qui ne ressent jamais cela. C'est celle de quelqu'un qui ressent tout cela et ne cède pas le commandement. L'homme endormi ne veut terminer que lorsque cela correspond à son état. L'homme qui commence à s'éveiller comprend que terminer, c'est précisément ne pas dépendre de son état. Voilà la coupure. Voilà le point. Voilà la confrontation. Tant que vous vivez en obéissant à l'état du moment, vous n'aurez jamais de continuité réelle. Un jour vous êtes fort, le lendemain faible. Un jour intense, le lendemain dispersé. Un jour inspiré, le lendemain vide. Ainsi, votre vie reste livrée au hasard intérieur. Aujourd'hui vous voulez, demain vous ne voulez plus, puis vous voulez à nouveau. Et vous appelez cela humanité, alors qu'il s'agit souvent simplement d'une instabilité non affrontée. Gurdjieff touche au cœur de la plaie parce qu'il arrache l'excuse la plus chère à l'homme ordinaire, celle selon laquelle ressentir suffit. Cela ne suffit pas. Vouloir un instant ne suffit pas. Commencer avec force ne suffit pas. Sans permanence, toute intensité initiale n'est qu'un théâtre de possibilités. Et peut-être que la partie la plus douloureuse est d'admettre que vous avez déjà perçu cela en vous depuis longtemps. Vous avez déjà vu ce défaut agir. Vous avez déjà senti ce moment exact où vous étiez à un pas de construire quelque chose, et pourtant vous vous êtes relâché. Vous avez déjà vu votre propre force s'évaporer sans réelle résistance. Vous avez déjà compris à quel point votre vie pourrait être à un autre niveau si vous aviez simplement terminé la moitié de ce que vous avez commencé. La moitié, pas tout, juste la moitié. L'ampleur de la perte est presque insupportable. Combien de versions de vous-même sont restées enfermées dans des choses que vous avez abandonnées trop tôt? Combien de possibilités sont mortes parce que vous avez pris l'inconfort pour un signal d'arrêt? Combien de portes ne se sont jamais ouvertes parce que vous êtes parti trop tôt? Combien de fois avez-vous appelé destin fermé ce qui n'était qu'une persistance insuffisante? Voilà la véritable correction de ce défaut. Cessez de romantiser le début et commencez à respecter le milieu. Car c'est au milieu que la vérité apparaît. C'est au milieu que l'enthousiasme est mis à l'épreuve. C'est au milieu que l'automatique tente de vous reprendre. C'est au milieu que le poids vous examine. C'est au milieu que vous découvrez si vous voulez vraiment traverser ou si vous vouliez seulement ressentir le plaisir de commencer. Et c'est au milieu, précisément à l'endroit où presque tout en vous réclame la fuite, qu'une nouvelle qualité peut naître. Non pas la qualité de celui qui rêve, ni de celui qui promet, ni de celui qui s'émeut, mais celle de celui qui supporte de continuer sans la récompense immédiate de se sentir grandiose. Et cette qualité change tout, car elle commence à corriger le défaut à la racine. Alors ne vous traitez plus comme une victime du hasard. Ne dites plus que « cela arrive simplement ». N'acceptez plus le récit selon lequel vous êtes comme ça. Ne vous cachez plus derrière des traits,
des phases, des humeurs ou de belles explications. Chaque fois que vous interrompez ce que vous avez commencé, une loi est à l'œuvre. Soit vous restez suffisamment conscient pour traverser le frottement, soit vous êtes à nouveau emporté par l'automatique. Soit vous soutenez la direction, soit vous êtes gouverné par l'oscillation. Soit vous acceptez la douleur propre de continuer, soit vous continuerez à payer la douleur sale de vous décevoir vous-même. Et maintenant, la tension reste ouverte, car la véritable question n'est pas de savoir si vous avez déjà échoué ainsi auparavant. La véritable question est bien plus inconfortable. Lorsque le prochain moment de relâchement arrivera, lorsque le prochain brouillard tombera, lorsque la prochaine excuse semblera intelligente, lorsque le prochain désir d'interrompre viendra avec une voix douce et convaincante. Allez-vous encore obéir à la même loi qui fracture votre vie, ou allez-vous enfin affronter le point exact où ce défaut naît toujours et briser le schéma avant qu'il ne vous emporte une fois de plus? Ce qui vous vainc, ce n'est pas la grande difficulté. Presque jamais. Ce qui vous vainc, c'est la somme de petites permissions invisibles que vous vous accordez en cours de route. Vous n'abandonnez pas d'un coup. Vous vous relâchez peu à peu. Vous cédez un peu. Vous réduisez l'exigence. Vous acceptez moins de vous-même. Vous remplacez la fermeté par la commodité. Vous laissez l'ancien schéma regagner du terrain. Et quand vous vous en rendez compte, ce qui avait commencé dans le feu est déjà froid, tordu, secondaire, presque mort. Voilà la loi cachée à l'œuvre. La fin meurt rarement à la fin. Elle meurt dans des concessions minimes, presque imperceptibles, acceptées trop tôt. Et parce que ces concessions paraissent petites, vous n'en sentez pas le poids. Vous ne le ressentez qu'après, quand vous avez déjà perdu l'axe, quand vous avez déjà quitté la ligne, quand vous avez déjà transformé une rupture de continuité en une nouvelle histoire triste sur vous-même. C'est pourquoi l'homme mécanique se trompe tant. Il imagine qu'il a seulement besoin de plus de force au début, alors qu'en réalité, il a besoin de plus de présence au milieu. Le début est facile à falsifier. Le début accepte la pause, l'excitation, la promesse, l'impulsion, la dramatisation. Même le faible peut jouer le début. Ce qui ne se joue pas, c'est la permanence lorsque tout perd son éclat. Ce qui ne se joue pas, c'est la continuité quand personne ne regarde. Ce qui ne se joue pas, c'est la décision silencieuse de continuer sans applaudissements, sans romantisation, sans récompense immédiate. C'est là que la vérité apparaît. C'est là que la personne découvre si elle vit au gré d'états passagers ou s'il existe en elle quelque chose capable de soutenir une direction. Et peut-être que cela fait si mal parce qu'au fond, vous savez déjà à quel point vous vous effondrez. Ce n'est pas dans le chaos absolu. C'est quand le processus devient ordinaire. C'est quand l'extraordinaire devient tâche. C'est quand le rêve devient travail. Gurdjieff appuie précisément sur ce point parce que l'homme endormi aime se sentir mu, mais déteste se mouvoir consciemment. Il aime l'émotion du départ, mais résiste au poids de la continuation. Il aime l'image de la transformation, mais fuit le prix de la transformation. Et ce prix est presque jamais spectaculaire. Il est presque toujours silencieux. C'est répéter quand on ne veut pas. Continuer quand on ne ressent rien. Rester quand tout à l'intérieur réclame du changement. Supporter la monotonie sans en faire une excuse. Traverser le moment où l'esprit commence à dire que peut-être cela n'en vaut pas tant la peine, que peut-être plus tard sera mieux, que peut-être vous exagérez, que peut-être vous devez vous préserver. Et le poison est précisément là. L'abandon parle presque toujours avec une voix raisonnable. Il ne crie pas, il argumente. Il ne se présente pas comme une faiblesse déclarée. Il se présente comme un bon sens mal employé. C'est pour cela que tant de gens se perdent sans percevoir le point exact de la perte. On pense avoir abandonné parce qu'on était fatigué, mais parfois on a abandonné parce qu'on s'est habitué à obéir à toute sensation qui apporte du soulagement. On pense s'être arrêté parce que l'objectif a perdu son sens, alors qu'il a seulement perdu le plaisir initial, et qu'on n'a pas supporté la partie sèche du processus. On pense avoir reculé par intelligence, alors qu'on a reculé par inconfort. On pense que c'était de la maturité, alors que c'était une fuite sophistiquée. Et plus les justifications deviennent raffinées, plus il devient difficile de voir la maladie, car la maladie adore le langage noble. Elle adore les explications élégantes. Elle adore paraître réflexion,
alors qu'elle n'est qu'un recul. Ainsi, l'homme ne se contente pas d'échouer, il échoue en se sentant cohérent. C'est l'un des aspects les plus dangereux de ce défaut. Vous pouvez continuer à vous détruire avec un beau récit et à cause de cela, mettre des années à admettre que vous n'êtes pas profond, vous vous relâchez simplement. Et chaque fois que vous vous relâchez au milieu de quelque chose d'important, votre structure intérieure enregistre un message brutal. Quand la friction arrive, je cède. Quand le poids vient, je négocie. Quand la tâche perd son charme, je me permets de diminuer. Quand l'exigence augmente, je fais marche arrière. Cela inscrit un schéma en vous. Cela façonne votre être pour l'interruption. Cela entraîne votre énergie à fuir précisément le point où elle aurait le plus besoin de mûrir. Car c'est exactement au point de frottement que l'homme peut cesser d'être un amas d'impulsions et commencer à acquérir de la densité. C'est là que la quatrième voie touche profondément. Sans effort conscient, vous retournez au sommeil. Sans travail intérieur réel, vous retombez dans l'automatisme. Sans vous souvenir de vous-même, vous disparaissez dans l'habitude de fuir. Et alors toute la vie passe sans conclusion, sans finition, sans poids, sans cristallisation. Il existe une différence violente entre aimer l'idée d'aller jusqu'au bout et être quelqu'un qui va jusqu'au bout. La plupart aiment l'idée. Presque personne ne supporte le processus qui le confirme. Car aller jusqu'au bout exige de rompre la dépendance à la sensation. Cela exige de ne pas consulter son humeur à chaque pas. Cela exige de ne pas demander une autorisation émotionnelle pour continuer. Cela exige de ne pas transformer chaque oscillation en commandement. Cela exige de cesser de traiter chaque chute d'enthousiasme comme un signal métaphysique indiquant qu'il est temps de s'arrêter. C'est une infantilité profonde déguisée en sensibilité. C'est placer la vérité de la tâche en dessous du théâtre de l'état intérieur. C'est faire de sa propre oscillation un oracle. Et tant que vous vivrez ainsi, vous ne terminerez jamais ce que vous commencez, car votre centre de gravité restera dans ce que vous ressentez, et non dans ce que vous soutenez. Peut-être est-ce pour cela que votre douleur est si répétitive. Vous vous approchez de quelque chose qui pourrait réellement changer votre vie. Vous commencez avec force. Vous croyez que cette fois c'est différent. Mais dès que le processus exige une continuité sans excitation, vous retombez dans le même trou. Et cela engendre un type de souffrance très spécifique. Ce n'est pas seulement de la frustration, c'est une fatigue existentielle. C'est l'épuisement de se voir répéter la même erreur sous des noms différents. C'est la lassitude de rouvrir des portes que vous avez vous-même fermées trop tôt. C'est l'amertume de sentir que le problème n'est pas à l'extérieur, ni dans la méthode, ni dans le monde, ni dans le temps, mais dans un défaut persistant dans votre manière de traverser la vie. Et ce défaut se résume à une chose simple et dévastatrice. Vous n'avez pas encore appris à honorer ce que vous avez décidé lorsque vous cessez d'avoir envie de l'honorer. Et c'est à ce point que Conscious Labor et Intentional Suffering, des termes liés au travail de Gurdjieff, cessent de paraître abstraits et deviennent tranchants comme une lame. Le travail conscient, c'est rester réveillé dans l'action, sans se dissoudre dans l'automatisme. La souffrance intentionnelle n'est pas du masochisme. C'est accepter volontairement l'inconfort inévitable de ne pas céder à la tendance mécanique de fuir. C'est souffrir proprement pour ne pas continuer à souffrir de manière dégradante. C'est supporter la pression de rester quand tout en vous veut se soulager. C'est ne pas fuir le poids qui pourrait vous construire. L'homme qui n'accepte pas cette petite souffrance sera condamné à la grande, celle de ne jamais se faire confiance, de ne jamais rien consolider, de regarder sa propre vie et d'y voir des brouillons partout. Vous devez sentir la gravité de cela sans phare. Ne pas terminer ce que vous commencez n'est pas seulement un défaut pratique, c'est une fissure morale dans votre relation à vous-même. Car chaque fois que vous vous interrompez sans nécessité réelle, chaque fois que vous abandonnez trop tôt, chaque fois que vous reculez par faiblesse déguisée en justification, vous blessez votre propre parole. Et une personne qui blesse répétitivement sa propre parole commence à perdre de la substance. Elle commence à parler avec moins de poids. Elle commence à promettre avec moins de vérité. Elle commence à désirer avec moins de force. Elle commence à vivre avec moins de présence. Non pas parce que l'univers la punit, mais parce qu'elle s'est fragmentée par la répétition de l'autotrahison. Le plus grand dommage de ne pas terminer n'est pas externe, il est interne. C'est l'érosion de l'autorité silencieuse qui permet à quelqu'un de dire « j'y vais »
et d'y aller réellement. C'est pourquoi l'instant le plus important n'est pas celui de l'inspiration. C'est celui de la résistance. Ce n'est pas celui de l'éclat. C'est celui de la sécheresse. Ce n'est pas celui de la vision grandiose. C'est celui de la minute sans glamour, où vous avez envie de vous relâcher. C'est là que la loi cachée montre son visage. C'est là que le défaut tente de se reproduire. C'est là que l'inconscience veut engloutir votre direction une fois de plus. Et c'est là aussi que le travail commence réellement. Car à cet instant, ni philosophie mémorisée, ni identité idéalisée, ni belle image de vous-même ne servent à quoi que ce soit. Une seule chose compte, une présence suffisante pour ne pas retomber dans l'ancien schéma. Une présence suffisante pour sentir la pression sans obéir automatiquement. Une présence suffisante pour maintenir la ligne encore un peu, puis encore un peu, puis encore un peu, jusqu'à ce que ce qui auparavant vous brisait commence, pour la première fois, à ne plus vous posséder entièrement. Et peut-être est-ce là le point exact où le défaut commence à être corrigé. Lorsque vous cessez d'attendre que continuer soit agréable. Lorsque vous acceptez que la continuité réelle passera presque toujours par des moments émotionnellement pauvres. Lorsque vous comprenez que le processus n'a pas besoin de vous séduire pour mériter votre persistance. Lorsque vous voyez enfin que ne pas terminer ce que vous commencez n'est ni un destin, ni une personnalité, ni une essence, ni une identité fixe, mais un mode mécanique de réaction à l'inconfort, et ce qui est mécanique peut être observé, confronté et refusé. Mais cette confrontation ne se produit pas dans le discours. Elle se produit dans la seconde où l'ancienne force vient vous tirer vers le bas et où vous percevez avec lucidité que tout dépend maintenant de ne plus collaborer avec elle. Car la vérité c'est la suivante. Votre défaut ne naît pas lorsque le monde vous bloque. Il naît lorsque vous vous abandonnez au milieu du passage. Il naît lorsque vous transformez l'oscillation en permission. Il naît lorsque vous faites de la perte d'enthousiasme un ordre de recul. Il naît lorsque vous laissez le moment commander plus que la direction. Et si cela n'est pas interrompu, la conséquence n'est pas seulement d'avoir moins de résultats. La conséquence est de vieillir sans consistance, de porter des talents inachevés, des idées interrompues, des promesses pourries, des capacités jamais consolidées. Tout cela parce qu'au moment où la vie exigeait de la fermeté, vous avez préféré le soulagement. Alors maintenant, la tension se resserre de nouveau, car la prochaine scène arrive déjà. Et elle arrive toujours de la même manière. Le poids reviendra, le brouillard reviendra, l'envie de diminuer reviendra, la tentation de lâcher reviendra. Et quand cette minute reviendra, à cet instant précis où vous commencez toujours à vous abandonner intérieurement, qu'est-ce qui en vous décidera si cette loi cachée continue de vous gouverner, ou si pour la première fois, vous traverserez le milieu sans vous rendre? Et il existe une humiliation encore plus grande cachée dans ce défaut. Vous savez presque toujours ce que vous devriez faire, mais vous ne le faites pas. Vous comprenez presque toujours ce que vous devez continuer, mais vous ne continuez pas. Vous reconnaissez presque toujours le point où vous ne devriez pas céder, mais vous cédez quand même. Alors le problème cesse d'être l'ignorance et devient une faiblesse de présence. Voilà la blessure. Car lorsqu'on ne sait pas, il reste encore une forme d'innocence. Mais lorsqu'on voit et que l'on se livre malgré tout, un mépris silencieux envers soi-même commence à naître. Et ce mépris n'apparaît pas facilement en surface. Il s'infiltre. Il devient ajournement. Il devient procrastination. Il devient besoin de plaisir immédiat. Il devient excès de distraction. Il devient fuite constante de toute tâche qui exige de la permanence. L'homme en vient à se saboter non pas parce qu'il aime l'échec, mais parce qu'il ne supporte plus de faire face au miroir de tout ce qu'il a interrompu. Alors il évite de terminer non seulement par paresse ou faiblesse, mais parce que terminer exigerait d'affronter combien de fois il s'est déjà trahi. C'est ici que la loi cachée devient presque trop cruelle pour être entendue. Vous ne perdez pas ce que vous commencez seulement lorsque vous abandonnez. Vous le perdez avant, à l'instant où vous cessez de soutenir intérieurement le sérieux de ce que vous avez initié. Car toute chose vivante a besoin d'une sorte de chaleur continue. Elle a besoin d'attention. Elle a besoin d'une énergie maintenue. Elle a besoin de mémoire intérieure. Et c'est précisément cela que l'homme mécanique perd sans cesse. Il oublie. Il oublie ce qu'il a promis. Il oublie pourquoi il a commencé. Il oublie le poids de ce qui était en jeu. Il oublie le coup de s'arrêter. Il oublie la douleur ancienne des abandons passés.
Il oublie même la honte qu'il a ressentie la dernière fois. Et parce qu'il oublie, il répète. Gurdjieff insiste sur ce point avec violence. L'homme ne se souvient pas de lui-même, ne reste pas présent à lui-même, et ainsi sa vie s'écoule. Le problème n'est pas seulement un manque de force, c'est un manque de mémoire vivante, un manque de continuité intérieure, un manque de présence suffisante pour maintenir allumée la vérité de ce qui a été vu lorsque tout était encore clair. C'est pourquoi tant de gens ont des éclairs de lucidité et si peu de transformation. À un moment, ils voient tout. Ils voient le schéma. Ils voient l'erreur. Ils voient ce qui doit changer. Ils voient tout le chemin devant eux. Mais cette vision dure peu, car elle est rapidement ensevelie sous de nouvelles impressions, de nouveaux stimuli, de nouvelles émotions, de nouvelles distractions. Et ce qui était évident devient brouillard. Ce qui était décision devient souvenir lointain. Ce qui semblait définitif devient simplement une phase intense de plus qui s'est évaporée. C'est l'un des aspects les plus douloureux de ce défaut. Vous avez déjà eu assez de clarté pour changer à plusieurs reprises, mais vous n'avez jamais soutenu cette clarté assez longtemps pour qu'elle devienne une manière de vivre. Et le résultat est dévastateur, car cela produit la sensation d'être toujours sur le point de franchir une porte sans jamais réellement entrer. Toujours sur le point de consolider quelque chose sans jamais le consolider. Toujours proche de rompre le schéma, mais toujours en train de revenir avant la véritable ligne. Et au final, la vérité la plus douloureuse est celle-ci. Vous ne perdez pas seulement des tâches, des objectifs ou des projets. Vous perdez de la force intérieure chaque fois que vous interrompez ce que vous avez commencé. Et tant que ce défaut continuera à gouverner votre vie, rien de ce que vous désirez n'aura une base suffisante pour durer. Alors regardez-vous avec honnêteté. Voyez où vous vous relâchez toujours, où vous négociez toujours, où vous vous abandonnez toujours, et décidez si cela va continuer à vous définir ou non. Si cette vidéo vous a réellement mis à nu, écrivez dans les commentaires le point exact où vous vous arrêtez le plus souvent. Partagez-la avec quelqu'un qui est aussi prisonnier de ce schéma. Abonnez-vous à la chaîne pour poursuivre ce face-à-face sans anesthésie. Et restez, car la partie la plus dangereuse de ce défaut commence peut-être précisément au moment où vous pensez avoir tout compris.